Bonjour, nous sommes à Genève en Suisse, devant le siège des Nations Unies, où nous sommes venus participer à une journée sur le Congo. Alors, cette journée a été organisée par le Fribourg Peace Forum, qu'on appelle fpforum.org, ainsi que l'UPF. L'UPF, c'est l'Organisation universelle pour la paix, l'organisation qui attribue le prix d'ambassadeur universel pour la paix, ainsi que l'Organisation mondiale des femmes pour la paix. Alors, cette journée sur le Congo s'était intitulée « Vers une paix durable et la réconciliation en République démocratique du Congo, le rôle de la religion, des femmes et de la société civile ». Une journée qui a connu plusieurs participants. Au cours de cette émission, vous allez voir les différentes interventions et les micro-baladeurs que nous avons fait à la fin. Une journée très instructive pour la cause de la République démocratique du Congo. Alors d'emblée, un constat, certaines personnalités occidentales ont réellement pris conscience de ce qui se passe au Congo et les langues commencent à se délier. Suivez cette émission. Évidemment, malgré la résolution 12079, qui a créé, comme je l'ai évoqué, d'abord la MONUC et la MONUSCO, on a une sorte de grand barnum à Bunia. Vous avez tout ce que l'extrême onuisation ou la mise sous tutelle excessive a de plus pervers, c'est-à-dire une multiplication des ONG, des plus légitimes aux plus inefficientes, plus de 120, une sclérose des agences onusiennes. Toutes les agences onusiennes sont présentes, avec sans doute des missions qui ne sont pas clairement définies, ou en tout cas qui correspondent à une modélisation internationale qui ne s'applique pas forcément à la sociologie du terrain. Donc je crois que c'est aussi une question que nous avons à nous poser nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle il me semble que la situation en RDC est symbolique. Et je mets beaucoup de guillemets dans cette utilisation du symbole. Elle est symbolique parce qu'elle s'est bien sûr inscrite dans trois évidences, bien évidemment, qui sont au cœur même du principe de la communauté internationale, ou en tout cas qui justifie l'implication de la communauté internationale. L'urgence, ça a été le cas évidemment pour éviter que les 800 000 morts rwandais continuent, ou en tout cas se perpétuent. Je pense que nous avons échoué de ce point de vue-là. La nécessité pour répondre à un autre agenda, une autre doléance, qui est celui des effets climatiques et en tout cas des catastrophes naturelles. Je dis cela parce que les catastrophes naturelles sont également un vecteur, est un phénomène aggravant, une caractéristique en tout cas de la situation grave des humanitaires et de leur incapacité à travailler par rapport aux énormes mouvements de population. Et puis bien évidemment, puisque ça a été évoqué, la capacité ou en tout cas la légitimité d'agir. Et je crois que c'est important en tant que Français que je rappelle que nous avons été les premiers à être présents à Bunia, que nous avons voulu l'opération Euphor Artemis en 98, et que je crois que nous n'avons pas à rougir de ce point de vue. Pour terminer en 2 minutes, ce que j'aurais voulu dire en plus de minutes, je terminerai en évoquant un autre agenda qui est celui de la diplomatie, ce que j'appelle la diplomatie offensive, ou en tout cas la diplomatie de la repentance. J'espère qu'il n'y a pas de Rwandais dans la salle, mais j'assume mon propos. Il y a eu une sorte de prise en otage de la communauté internationale, justement par rapport à la culpabilité, ou en tout cas la perception de culpabilité suite à l'inaction internationale, pour ne pas dire la mise en accusation française et belge à l'occasion du massacre rwandais. Et force est de constater que la diplomatie rwandaise, ou même la diplomatie ougandaise, avec le président Museveni, a été sans doute plus écoutée, en tout cas plus anormalement prise en compte qu'elle n'aurait dû. J'en veux pour preuve, ou en tout cas, j'ai coutume de dire que la diplomatie d'un petit État comme le Rwanda pèse moins, ou en tout cas devrait peser relativement moins que cet immense grenier, cet immense territoire, encore une fois, qui est la RDC. Et je crois que beaucoup de pays l'ont constaté, et c'est la raison pour laquelle le rapport des Nations Unies, les 2 rapports des Nations Unies, et si vous me laissez encore 1 minute 30, je pense pouvoir résumer mon propos, en juillet 2013 et en janvier 2014, ont pointé cette responsabilité, en tout cas cette co-responsabilité du Burundi et du Rwanda au soutien au M23, à leur grand dame, puisque je vous rappelle que le Rwanda était membre et siégeait au sein du Conseil de sécurité. Je terminerai également en pointant un dernier élément qui me semble, à mon avis, résumé, en tout cas être pour moi
le plus structurant, expliquant la raison pour laquelle la situation est hélas irrésolue, qui est celui de la difficulté de trouver la juste réponse d'intégration régionale dans la région. Comme nous le savons tous, le Congo est membre de deux organisations, de deux communautés économiques régionales. D'un côté, la CEDEAC, la communauté de développement de l'Afrique australe, et de l'autre, la communauté économique des États d'Afrique centrale, j'y rajouterai la CEMAC. Et c'est cette difficulté et cette incapacité à trouver le bon espace de dialogue. Faut-il trouver une solution du côté de Libreville, faut-il trouver une solution du côté de l'Afrique australe? Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle on n'a pas suffisamment impliqué l'ensemble des acteurs de la région. Je terminerai mon propos en évoquant un dernier point qui me semble essentiel, puisque nous faisons ici de la diplomatie alternative, et qui est celui, même en 30 secondes, et qui est celui d'une nouvelle approche, qui permet de justifier le fait que la diplomatie alternative n'est pas une diplomatie de substitution, c'est une diplomatie de complémentarité. Et je crois que le système onusien tout seul ne peut plus agir, ça a été évoqué, et je laisse à mon voisin l'explication de cette inaction, mais je crois qu'il y a une réalité comme quoi un certain nombre de conflits méritent un petit peu plus d'approche inclusive, méritent des processus de facilitation, en tout cas de prendre en compte une certaine forme d'interculturalité, une certaine forme de particularité, et j'en veux je prends comme exemple celui du débat actuellement est salutaire entre la justice transitionnelle. Doit-elle être locale? Doit-elle s'appliquer sur des exemples accomplis, Commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud ou en Côte d'Ivoire, ou faut-il internationaliser de nouveau cette question importante? Et je crois que le rôle de la CPI, et en tout cas les dénonciations qu'en font un certain nombre d'États, est un premier élément de réponse. Voilà ce que je voulais vous évoquer en peu de temps, mais je reviendrai dans mes questions. Vos Excellences, Messieurs les ambassadeurs, j'aurais aimé commencer mon discours par la formule habituelle « J'ai l'honneur et le privilège de prendre la parole devant vous ». Hélas, les femmes victimes de violences sexuelles en RDC sont dans le déshonneur. J'ai constamment, de mes propres yeux, vu les femmes âgées, les jeunes filles, les mères et même les bébés déshonorés. Encore aujourd'hui, beaucoup sont soumis à l'esclavage sexuel. D'autres sont utilisés comme armes de guerre. Leurs organes sont exposés à des mauvais traitements les plus odieux. Et ce qui s'est passé depuis 16 ans d'errance, 16 ans de torture, 16 ans de mutilation, 16 ans de la destruction des femmes, les seules ressources congolaises vitales, 16 ans de destruction de toute une société. Certes, vos pays respectifs ont fait beaucoup pendant ce temps pour faire face aux conséquences de cette barbarie. Nous sommes très reconnaissants pour cela. J'aurais aimé dire, j'ai l'honneur de prendre part à la communauté internationale que vous représentez ici, mais je ne peux pas. Comment puis-je vous dire ceci, représentant la communauté internationale, quand celle-ci a montré sa peur et manque de courage pendant ces 16 ans de la RDC? J'aurais aimé dire, j'ai l'honneur de représenter mon pays, mais je ne peux pas. En effet, comment peut-on être fier d'appartenir à une nation sans défense, se battre complètement pilé et impuissant face à 500 000 de ces filles violées pendant 16 ans? 6 millions de ces fils et filles tués pendant 16 années sans aucune solution durable en vue. Non, je n'ai pas l'honneur ni le privilège d'être ici aujourd'hui. Mon cœur est lourd. Mon honneur, c'est d'être avec ces femmes, courageuses, victimes de violences, ces femmes qui résistent, ces femmes qui, malgré tout, restent debout. Aujourd'hui, grâce au rapport des experts de l'ONU, le rapport mapping de la Haut-Commissaire des droits de l'homme des Nations Unies et de nombreux autres rapports crédibles,
Plus personne ne peut se cacher derrière l'argument de la complexité de la crise. Nous connaissons maintenant les motivations derrière cette crise et de ses différents acteurs. Ce qui nous manque, c'est la volonté politique. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand devons-nous continuer, impuissants, à assister à d'autres massacres? Excellences, Messieurs les ambassadeurs, c'est avec beaucoup d'humilité que je vous dis. Nous n'avons pas besoin de plus de preuves. Nous avons besoin de l'action. Une action urgente pour arrêter les responsables de ces crimes contre l'humanité et de les traduire en justice. La justice n'est pas négociable. Nous avons besoin de votre condamnation unanime des groupes rebelles qui sont responsables de ces actes. Nous avons besoin d'actions concrètes en ce qui concerne les États membres de l'Organisation des Nations Unies qui soutiennent ces barbaries de près ou de loin. Nous sommes face à une urgence humanitaire qui a plus de place pour les tergiversations. Tous les ingrédients sont là pour mettre un terme à une guerre injuste qui a utilisé la violence contre les femmes et le viol comme une stratégie de guerre. Les femmes congolaises ont droit à une protection, comme toutes les femmes sur cette planète. Ne pas faire attention à tous ces rapports crédibles devrait nuire à la crédibilité des différentes résolutions des Nations Unies exigeant la protection des femmes en période de conflit et entièrement discréditer notre chère institution qui est censée garantir la non-répétition du génocide. Les grands principes de notre déclin de la civilisation, ils diminuent grâce à de nouvelles barbaries comme en Syrie ou en RDC, mais aussi par le silence assourdissant et le manque de courage de la communauté internationale. Nous ne pourrons pas faire taire la vérité, car elle est persistante. Nous devrions plutôt l'affronter pour éviter de trahir nos idéaux. J'ai l'honneur de dire que les femmes victimes de violences sexuelles au Congo auront courage pour surmonter ce mal. Aidez-les à rétablir la paix. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, distingués invités, je remercie tout d'abord les organisateurs de cette conférence qui me touche tant et qui concerne vraiment les femmes dont je représente ici, les femmes congolaises en RDC. Je fais partie de la diaspora congolaise à Genève et je suis enseignante congolaise. Depuis des décennies, notre pays, le Congo RDC, est le théâtre dans sa partie orientale d'une guerre injuste. Ainsi, l'information disponible sans du tout être dans une quelconque logique de surenchère victimaire par rapport aux autres tranches de la population congolaise, force est de constater et d'affirmer que c'est souvent les enfants et les jeunes, les personnes âgées et les femmes qui ont payé le lourd tribut dans cette tragédie. Les femmes, contrairement aux idées reçues découlant de cette situation, c'est l'occasion ici de réaffirmer haut et fort que la culture du viol comme arme de guerre pour avilir les femmes en qualité d'êtres humains n'est pas du tout conforme aux normes, valeurs et traditions de la société congolaise. Considéré dans toute sa dimension multiculturelle, en réalité, le viol de la femme est délibérément pratiqué dans le but inavoué de détruire la façon macabre de cette société, notre société congolaise. Comment? C'est ce que nous allons tenter de vous expliquer maintenant. Il faut tout d'abord préciser que la femme congolaise, quelle que soit son appartenance communautaire ou éthique, reste avant tout un être humain, porteuse en cette qualité de valeurs des vies universelles. La femme congolaise est aussi la femme africaine, pétrie de valeurs, des traditions animées par la philosophie de l'Ubuntu héritée de l'Égypte ancienne pharaonique.
Dans toutes les sociétés, les normes, valeurs et traditions sociales ont pour finalité première de protéger les droits de l'homme. La femme est par nature l'être qui donne la vie. Elle est aussi socialement l'être le plus outillé chargé de protéger cette vie, étant donné que le droit à la vie reste le premier droit de l'homme, droit des humains. Dans la société congolaise africaine, en particulier la femme, en raison du rôle prédominant qu'elle est appelée à jouer dans l'éducation des enfants, se trouve être la gardienne ou la dépositaire des valeurs sociales chargées de les transmettre à la société tout entière pour le vivre ensemble. Par conséquent, avilir la femme par les ennemis d'une société donnée semble être le meilleur moyen de la détruire. La pratique des viols massifs des femmes, constatable dans des situations de guerre un peu partout dans le monde et pas seulement au Congo, procède de cette intention funeste. C'est pourquoi les pays concernés par ce phénomène, la communauté internationale tout entière, doivent tout mettre en œuvre pour combattre ces fléaux. La devise du Congo, mesdames et messieurs, est justice, paix, travail. La femme congolaise, concrètement, demande ni plus ni moins une application de cette devise à sa vie réelle, à sa vie de tous les jours, et c'est là sur toute l'étendue du territoire national. Elle exige la justice, la paix, la vraie réconciliation nationale et la réinsertion sociale de toutes ces consoeurs victimes de viols en RDC. Force est de reconnaître aujourd'hui qu'elle était décidément, notoirement mauvaise parce que le viol massif des femmes de l'Est du pays constitue des crimes contre l'humanité. La femme congolaise exige ici et maintenant que le gouvernement congolais le protège conformément à ses devoirs constitutionnels et sorte le Congo de la culture de l'impunité qui caractérise jusqu'à présent son action. Alors, la femme congolaise exige aussi, demande des moyens démocratiques nécessaires pour y parvenir, doter la justice congolaise d'un budget conséquent, créer des chambres spécialisées, doter des instruments nécessaires d'obtention d'une justice rapide et dissuasive compte tenu de l'ampleur du phénomène, organiser conséquemment des audiences foraines régulières pour combattre l'impunité et les sentiments d'impunité afin d'encourager toutes les femmes concernées à sortir de leur torpeur pour porter plainte. Édifier une justice réellement indépendante des pouvoirs exécutifs, susceptible de ne pas soustraire le haut gradé militaire à leurs responsabilités quand ils sont rendus coupables des crimes de viol dans l'exercice de leurs fonctions. Actualiser la législation en la matière, former des juges et des magistrats en nombre susceptible de répondre aux besoins créés par cette situation, combattre énergiquement la corruption dans le cours et tribunaux congolais. Au-delà de la problématique des viols, la communauté internationale doit aider l'État congolais à améliorer d'une manière générale la condition féminine dans notre pays. Il n'est pas normal que la RDC, selon les classements en 2014 de l'ONG Save the Children, des pays où il est plus difficile d'être mère, figure à la 177e ou 178e place. Justice devant la Somalie, devant la Somalie, et se trouve avec elle, celle-ci et le Nigeria parmi les 10 pires pays au monde pour être mère. Ce n'est pas normal, sinon, qui et comment va-t-on repeupler le Congo? Si tant est vrai que l'un des prétextes brandis par le pays voisin pour attaquer tout azimut, sous
souvent avec la complicité extérieure, reste que le Congo leur paraît sous-peuplé par rapport à sa superficie. Pour la petite histoire, cette ONG, depuis 15 ans, évalue 178 pays du monde en se battant sur la santé, le niveau de l'éducation, la situation économique et la participation des femmes aux instances de décision. Encore une fois, la femme congolaise réclame la paix. La paix maintenant, la paix durable. La paix à tout prix, la vraie réconciliation pour tous les Congolais. Mais la femme congolaise sait aussi qu'il n'y a pas de paix durable, mesdames et messieurs, sans justice. Qu'il n'y a pas de vraie réconciliation nationale sans que tous les criminels de la guerre en RDC soient jugés et condamnés, soit par la Cour internationale, soit par le CPI. Il n'y aura pas de paix durable au Congo sans que les victimes, toutes les victimes, soient rétablies dans la dignité et indemnisées par nous, pour que nous puissions ensemble reconstruire le pays. Certes, cela est un grand défi. Mais le jeu en vaut les chandelles pour l'amour du Congo, que vite le temps de l'action cède le pas à celui de la simple proclamation de bonnes intentions. Vive les femmes congolaises, vive les Congo, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, chers invités, mes compatriotes, merci de tout cœur pour votre aimable attention. Monsieur José Elonga, bonjour. Bonjour Kervin. Vous êtes fondateur de la fondation Elonga qui porte d'ailleurs votre nom. Et je vous vois ici à l'Office des Nations Unies, le bureau de Genève, ou si vous voulez l'Office des Nations Unies à Genève, où vous avez participé déjà hier à Bienne, c'est en Suisse, à une journée ce qu'on appelait l'Africa Day, pour la paix et la sécurité en Afrique. Et aujourd'hui, vous avez participé à la journée intitulée « Vers une paix durable et la réconciliation en RDC, les rôles de la religion, des femmes et de la société civile ». Vous étiez d'ailleurs un des organisateurs. Pourriez-vous nous parler brièvement de cette organisation? Comment vous l'avez montée? Donc en fait, ça m'a pris un peu de temps. Donc je pense qu'on a commencé ça, donc il y a nous de la diaspora congolaise en Suisse, et puis les membres de l'UIPF, et puis les organisations qui sont mentionnées ici. Donc on a travaillé de commun accord, de mois en mois, pour arriver donc à ce que vous venez de voir là et tout. C'était pas une chose facile, mais c'était une chose pour chercher une solution pour la paix au Congo. Donc chacun devait apporter, ou chacun doit apporter la pierre à l'édifice pour la reconstruction de notre beau et cher pays. Est-ce que c'était facile de mettre ensemble, disons, d'avoir des synergies déjà entre Congolais et ensuite d'opérer une combinaison entre les Congolais et toutes ces organisations venues d'un peu partout, de la France, d'autres pays que j'ai vus dans la salle? C'était pas facile, mais comme on dit en français, vouloir c'est pouvoir. Donc on a pu, bon, il y a aussi des débats, donc quelqu'un était pour, et l'autre personne était contre et tout, mais on prenait toutes les solutions. Et moi je pense que c'est ça la vraie démocratie aussi et tout. Et puis les organismes étaient là seulement pour nous soutenir, je pense, pour prendre la salle ici à l'ONU, mais l'initiative c'est nous-mêmes les Congolais qui ont pris ça. C'était pas facile, mais on l'a fait. Alors, vous aviez une double casquette. Hein. D'un côté, vous étiez parmi les organisateurs et de l'autre, vous avez représenté vous-même une structure qui s'appelle Fondation Elonga. Et c'est dans ces cadres-là que vous avez d'ailleurs fait une présentation que nous allons suivre ou que nous allons voir. Alors, qu'est-ce qu'est la Fondation Elonga? La Fondation Elonga, comme je l'ai déjà précisé pendant mon intervention, donc vous savez, moi je suis congolais, je suis patriote, j'aime les Congos, je suis fan du Congo. En 2010, j'étais parti au Congo, en 2009. Après plusieurs années en Europe, je suis rentré chez moi au Congo. Je vis la façon dont les gens vivaient, j'avais des larmes aux yeux. Alors je me suis dit, que dois-je faire pour aider mon pays? Je ne suis pas millionnaire. Et c'est là qu'il m'est venu l'idée de faire la fondation. Donc ma fondation, je n'ai rien, je n'ai que des moyens de bord. Mais je cherche avec le peu que j'ai à aider la population quinoise et, si Dieu le veut, aider un jour la population congolaise en général.
Mais c'est ça, donc c'est à partir de là qu'il peut venir l'idée de créer la fondation Elonga. Et depuis là, vous avez un bilan? Oui, le bilan est positif, parce que là, déjà au Congo, donc, les gens qui connaissent la commune d'Anguirangiri, qui connaissent l'église Saint-Pédise, ma fondation, sa base est là. Donc, nous avons un atelier de coupe et couture. Donc, nous encadrons de filles mères à apprendre la coupe et couture et tout. Et nous sommes en train de construire des centres de formation pour l'informatique des bases. Et puis, nous allons aussi travailler sur l'agriculture et l'élevage. Donc, ce sont des projets en cours. Donc, moi, je pense qu'avec le peu de temps que j'ai commencé la fondation, et en plus, nous faisons aussi le travail de la conscientisation de jeunes. Donc, moi, je pense que si la jeunesse est pourrie, c'est un danger pour le Congo. Donc, ça, c'est le démarche majeure derrière qu'on fait. Voilà. Et c'est positif. Et les prochains projets, c'est lesquels? Moi, je pense vraiment qu'on ne dévoile pas les projets comme ça et tout et tout. Les projets doivent être faits et puis après, on va en parler. Voilà. Êtes-vous satisfait de la journée d'aujourd'hui? En tout cas, la journée d'aujourd'hui, je suis très satisfait parce que, comme vous-même, vous l'avez dit, il y a des gens qui sont venus un peu de partout, de la France, de la Belgique, comme vous, Kervin, vous êtes connu vraiment dans la diaspora congolaise. Vous avez laissé la France pour venir prêter main forte à la journée d'aujourd'hui. Ça me va déjà droit au cœur. Donc vous avez filmé et vous avez fait les reportages. Moi je pense que c'est un souci. Moi je pense qu'il y a eu la qualité. Et je suis flatté d'avoir la façon dont les Congolais ont les soucis pour leur cher et beau pays. Vraiment le Congo a changé. Vraiment la mentalité a changé. Vraiment tout le monde lutte pour qu'il y ait un Congo meilleur. Franchement, je suis surpris et je suis fier de mes compatriotes. Merci beaucoup et bonne chance dans vos projets. Merci beaucoup Erwin. Que Dieu bénisse le Congo. Vous êtes théologien et vous avez participé à la journée d'aujourd'hui. Quelles sont vos impressions? Très content. Je crois que comme Congolais, nous entendons beaucoup parler de choses aujourd'hui. Il y a une dynamique dans différents groupes. Il y a beaucoup de dynamique. Alors, en ces niveaux-là, j'ai entendu qu'il y avait cette réflexion qui devait avoir lieu ici. Je suis venu, au lieu de rester chez soi à la maison, en train de spéculer. Il était temps de venir écouter, en tout cas, les acteurs. Serait-ce les partenaires du Congo sur le plan international et puis les fils du Congo venir exposer leur vision des choses par rapport à l'évolution de notre pays. Et puis il y a eu ce croisement de différentes sphères des domaines et ça a été vraiment très très enrichissant. Et pour un Congolais, êtes-vous satisfait ou c'était un forum de plus ou de trop? Ça dépend de comment on peut prendre la chose. Ça peut être une conférence de trop à partir du moment où il ne sortirait pas des recommandations. Alors encore faudrait-il que chacun puisse y participer. Bon, jusque-là, il y avait quand même beaucoup d'intervenants. Nous n'avons pas eu le temps d'entrer dans la technique, l'aspect technique, d'aller vraiment chacun donner sa contribution. Bon, j'ai appris que ça va suivre en tout cas ce document que toute personne ayant participé pourrait aussi encore aller plus en détail et puis donner son point de vue. Là, ça serait une conférence, je dirais, pas des trop, mais une conférence de plus, quoi. Pas des trop, mais de plus. Oui. Merci beaucoup. Henri Kalousivikako, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes membre du MDCO? Absolument. Mouvement des démocrates congolais, parti cher au président Gabriel Mokia, que je viens représenter aujourd'hui donc dans l'enceinte de l'ONU dans le cadre de cette conférence sur le Congo. Et je vous ai vu intervenir dans cette conférence, vous n'y êtes pas allé de main morte, notamment par rapport à la légitimité du pouvoir de Kinshasa. Et c'est là votre ligne de conduite? Non, parfaitement. Pour nous, le mouvement des démocrates congolais, le résultat est clair, à savoir Joseph Kabila n'a pas la légitimité de représenter le peuple congolais. Joseph Kabila n'est pas des nôtres, Joseph Kabila n'est pas congolais et par conséquent, Joseph Kabila doit partir, comme l'a d'ailleurs répété
Monsieur John Kerry lors de sa visite donc à Kinshasa. Et comme d'ailleurs souligné, Monsieur Herman Cohen, disant que Monsieur Kabila a mal travaillé, il doit partir. Cela révèle quoi? Cela révèle tout simplement l'incompétence lamentable avec laquelle ces gens ont dirigé le pays pendant plus de 13 ans aujourd'hui. Et je crois que c'est le moment aujourd'hui qu'on passe à autre chose. Et le président Gabriel Mokia est bien placé pour ceci, puisqu'il est en train de préparer un projet qui va rassembler tous les Congolais de la diaspora et du pays, afin que nous puissions passer à autre chose et connaître une vraie gouvernance dans ce pays. Mais dans la salle de conférence, on avait remarqué que les organisateurs étaient dans une démarche, je vais dire, step by step, étape par étape, commencer à soigner les symptômes pour aboutir aux causes. Tandis que vous, votre méthode à vous était un peu plus frontale. Pensez-vous que cette méthode frontale est à même d'amener les résultats dans un avenir proche? Écoutez, monsieur le journaliste, les symptômes qui touchent le Congo, nous les connaissons depuis fort longtemps. Les solutions qui touchent le Congo, nous les connaissons tous depuis fort longtemps. Les Congolais n'ont pas besoin d'aller dans des conférences à Genève, à Paris ou ailleurs pour savoir ce qu'il leur faut pour leur pays. Notre problème, c'est que Joseph Kabila ne représente pas les Congolais. Joseph Kabila n'a pas la légitimité de représenter les Congolais. Joseph Kabila doit partir et nous, les Congolais, nous allons gérer nos problèmes entre nous. Il n'est pas de chez nous, il doit rentrer au Rwanda là où il est et nous allons gérer les problèmes entre nous, les vrais fils du pays. Alors, au niveau de Kinshasa, apparemment, Monsieur Mokia, selon ce que j'apprends, projetait de venir rendre visite à la diaspora, mais cette visite ne s'est pas faite. Quelles en sont les causes? Absolument, je veux ici informer la diaspora congolaise, les combattants, que M. Mokia actuellement a fait des démarches donc, pour bénéficier d'un passeport, lui et sa famille, pour venir ici en Europe, rencontrer ses partisans et développer son projet auprès de la diaspora. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on lui a refusé donc l'établissement de ce passeport et par conséquent, de fait, on lui empêche de voyager, de quitter le pays. Donc évidemment, nous déplorons cette situation et une fois de plus, nous voulons démontrer à la communauté internationale, aux Français, aux Américains qui ont joué la carte Joseph Kabila, qui s'est révélée d'ailleurs être une carte perdante, qu'aujourd'hui, Monsieur Joseph Kabila n'est plus à même de présider aux destinées de ce pays. Donc effectivement, Monsieur Gabriel Mokia, donc mon chef, est en train de faire des démarches pour voir dans quelle mesure il pourrait quitter le pays et venir ici rencontrer ses partisans de la diaspora congolaise. Alors, rencontrer les partisans de la diaspora congolaise, quand on sait que certains d'entre eux sont dans une démarche, disons, soulèvement populaire, révolutionnaire, tandis que Gabriel Mokia a emprunté, il est dans une démarche institutionnelle. Pensez-vous qu'on peut concilier ces deux démarches, la révolution populaire et cette voie institutionnelle qu'a suivi M. Gabriel Mokia? Nous sommes d'avis au mouvement des démocrates congolais et c'est notre nom que nous portons qu'il nous faut rentrer dans le jeu institutionnel. À savoir que un soulèvement populaire, ça peut être, je dirais, un des moyens de changer les choses chez nous, mais apparemment, aujourd'hui, cette volonté ne s'est pas concrétisée avec les différentes tentatives qui ont été, je dirais, ébauchées ici et là par certaines organisations. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste aujourd'hui à s'inscrire dans une voie institutionnelle pour voir dans quelle mesure est-ce que nous pourrons peser sur le débat, non plus être simplement des spectateurs, mais des vrais acteurs et dire aux Américains et dire aux Français qui ont joué la carte de Joseph Kabila jusqu'ici qu'ils se sont trompés, ils se sont lamentablement trompés et que effectivement, comme l'a répété Herman Cohen, Joseph Kabila n'a pas été à la hauteur, il n'a pas les épaules assez larges pour, je dirais, présider aux destinées de notre pays et par conséquent, il doit partir. Donc voilà, nous, au niveau de notre projet de société, au niveau du président Gabriel Mokia, voilà, nous, la solution que nous préconisons. Maintenant, si demain, il doit se passer des événements imprévus, évidemment, on va les accueillir comme tout citoyen congolais doit les accueillir, puisque la constitution même de notre pays dit quoi? Que tout Congolais est fondé à prendre les armes pour contrecarrer toute personne qui veut se maintenir au pouvoir par la force. Et donc, nous ne serons pas opposés à une telle démarche. Vous avez parlé de français. J'ai entendu dire que vous aviez écrit au président François Hollande. Vous a-t-il répondu? Parfaitement. Donc, nous avons écrit au président français, c'était déjà à la mi-avril. Donc je tiens à préciser ici que c'était bien avant la pseudo-invitation qui a été faite à Joseph Kabila. Et donc dans ce sens, nous lui avons rappelé exactement les maux dont souffrait le peuple congolais aujourd'hui et les solutions que le mouvement des démocrates congolais et son président Gabriel Mokia voyaient dans cette affaire, à savoir le départ sans négociation de Joseph Kabila et la tenue d'élections démocratique, libre et transparente
pour que les vrais fils du Congo seuls puissent concourir. Donc je tiens à préciser ici que par rapport à ceci, il y a toute une polémique au sein de la diaspora qui veut qu'il y ait un certain nombre d'acteurs politiques qui se prétendent être des Congolais, mais qui n'ont pas, je dirais, le quitus pour être de vrais Congolais, qui commencent à se mettre en avant. Et je tiens à préciser ici que ces gens-là devront démontrer à la communauté congolaise, devront démontrer à la communauté nationale qu'ils ont le droit de participer à ces élections. Et donc par conséquent, jusqu'à aujourd'hui, ce jeu-là, il est ouvert. Nous n'avons pas encore eu la preuve de ces acteurs-là, comme quoi ils étaient Congolais, et nous attendons de les avoir. Vous avez écrit au président François Hollande et vous projetiez d'écrire à d'autres dirigeants du monde. Qu'en est-il? Il se trouve qu'à l'heure actuelle, effectivement, non seulement nous avons écrit à François Hollande, mais nous avons écrit à tous les dirigeants politiques français, les dirigeants évidemment de premier rang, que ce soit à gauche ou à droite. Nous avons également écrit notre propos auprès du président Obama à la Maison-Blanche, auprès du département d'État, M. John Kerry, ainsi que son représentant spécial, M. Russ Feingold. Et nous avons entamé différentes approches avec différents partenaires en Afrique que nous sommes en train de rencontrer ici à Genève et à Paris pour voir comment est-ce que nous pourrions développer une collaboration lorsque, je dirais, l'après-Kabila aura sonné. Comment on fait pour vous contacter? Donc vous pouvez me contacter par email. Mon email personnel est kalousivikako@hotmail.com. Sinon, vous pouvez me contacter également par Facebook et vous pouvez également me contacter par Twitter. Donc, je suis sur Twitter et vous pouvez par ailleurs me contacter par téléphone. Je suis au 0041 78 948 31 79. Merci, monsieur Andy. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste et vous appartenez à la Fondation Suisse Exil. Qu'est-ce que vous faites exactement dans cette fondation? Alors, dans cette fondation, je suis donc juriste déjà et notre fondation s'occupe principalement de droits des étrangers et principalement des droits des migrants. Alors, nous avons des actions qui sont basées sur des conseils juridiques, des conseils d'ordre social. Nous accompagnons nos migrants dans toutes différentes procédures juridiques, administratives, auprès des autorités, aussi sur le plan privé. Voilà. Et vous étiez au forum d'aujourd'hui où vous avez tenu un discours que l'on verra d'ailleurs. Oui. Et quel bilan faites-vous de ces forums? Êtes-vous satisfait ou pas? Bon, c'est vrai, voilà, dans ma conclusion, j'ai dit que c'est vrai fastidieux, hein, c'est pas évident de réunir les Congolaises et Congolais, mais je crois que le but poursuivi a été atteint. Déjà, nous avons quand même pu avoir une tribune et puis aussi avoir des discussions assez fournies et puis assez approfondies. Bon, maintenant, c'est vrai, comme on l'a dit à la fin, il y aura un comité de suivi, il y a des recommandations qui vont sortir de ces assises et nous espérons qu'avec la complicité et surtout la compréhension de tous, nous arriverons à un bon résultat. Voilà. Et depuis que vous êtes en Suisse, depuis la mise en place de cette fondation, quel bilan faites-vous de vos actions sur place? Alors voilà, il y a deux aspects à voir. D'abord, c'est ma profession. Je suis juriste, ça veut dire qu'au sein de la Fondation Suisse Exil, j'exerce ma profession de juriste. Ça veut dire que je fais tout ce qui est procédure juridique, mais par rapport à ma présence ici, c'est plus, comme je l'ai dit aussi, je l'avais dit au départ, sous une double casquette. Hein. Ça veut dire que je suis ambassadrice de paix de l'UPEF et aussi activiste des droits de l'homme, comme je l'ai précisé aussi. J'ai été activiste des droits de l'homme. J'ai travaillé au sein de l'Association africaine de défense des droits de l'homme et ce n'est que la continuité. Et puis, comme je l'ai dit aussi, il est vraiment temps que nous, femmes aussi de la diaspora, puissions soutenir les actions de nos consoeurs, de toutes ces femmes qui se battent dans des différentes ONG sur terrain, accompagner leurs travaux, accompagner leurs souffrances et surtout créer un pont. Hein, parce que les problèmes des femmes ne sont pas spécifiques aux femmes qui sont sur terrain, qui subissent différentes violences. Nous devons être là aussi avec tout ce que nous avons comme avantage, pouvoir en profiter, le mettre vraiment en œuvre pour pouvoir les soutenir et accompagner ces soucis, surtout dans l'éducation de nos filles aussi, parce que nous devons transmettre cet héritage à nos enfants et conduire nos enfants dans des formations universitaires de manière à ce qu'un jour, ils puissent aussi occuper ces différentes sphères internationales et surtout se battre
battre pour la survie de la République démocratique. Oui. Voilà, aujourd'hui dans le forum, vous avez joué les rôles, entre autres, de traducteur. Oui. Vous étiez dans les cabines, ce qui nous permettait d'écouter en français ce que certaines personnes ont dit, soit en allemand, soit en anglais. Et ça a été facile, pas facile? Disons que c'est tout ce que j'ai appris à faire dans ma vie. J'ai fait des études de traducteur-interprète en Angleterre et à défaut de pouvoir le faire pour le compte de mon pays, comme je ne suis pas rentré, à cause des raisons multiples qu'on peut connaître, eh ben, j'essaye de mettre ces compétences au service de la communauté, mais aussi à d'autres institutions où je travaille plutôt d'une façon plus professionnelle et où je suis payé. Aujourd'hui, c'est du militantisme, c'est tout simplement du bénévolat que l'on fait pour aider les gens à communiquer. Et je me dis aussi que il faudra peut-être que demain, au Congo, qu'on puisse arriver à avoir beaucoup d'interprètes, même dans nos langues nationales, pour que les communautés puissent arriver à se comprendre. Vous voyez, dans les milieux ruraux, chez nous, quand les gens des ONG arrivent, qui fait l'interprétariat là-bas? Il faut normalement que nous puissions, entre autres dans les professions d'avenir, essayer de donner les cours d'interprètes communautaires à des jeunes Congolais, des jeunes Congolaises, pour qu'elles puissent essayer d'être en fait des ponts de communication entre les étrangers, souvent des ONG qui viennent nous voir, et aussi les populations locales. Parce que si vous savez bien, surtout dans le domaine médical, s'il n'y a pas une bonne communication entre l'infirmière ou le médecin étranger qui parle avec, surtout dans le système de soins d'urgence, avec les malades, quand la communication n'est pas bonne, le diagnostic, comme on disait, il peut être faux, et puis également, les soins ne seront pas corrects. Alors je me dis que c'est une des choses dans laquelle je me dis, l'âge étant en train de venir, je me dis je ne prendrai pas vraiment une retraite, j'aurai une retraite active pour aller transmettre la capacité à interpréter, à communiquer, même dans les langues nationales aux plus jeunes chez nous. Et aujourd'hui, lors de la traduction, vous êtes tombé sur un écueil lorsque le professeur Kabengele a sorti l'expression « chance eloko pamba ». Comment l'avez-vous traduit en anglais? Bon, quand vous avez quelque chose comme ça qui vous arrive comme un cheveu dans la soupe, eh bien, vous reprenez la même expression tout en réfléchissant sur comment le dire. Alors, vous savez, c'était en anglais. J'ai dit « chance eloko pamba ». Alors, je me suis dit que c'est peut-être une chance risquée ou une chance. Alors, j'ai dit quelque chose comme lucky hazard. Ça signifie, c'est comme un hasard heureux. Donc, les gens qui deviennent, c'est qu'ils deviennent par un hasard heureux. Mais ça, c'est quelque chose qui vient immédiatement. Il n'y a pas une formation pour arriver à créer des trucs de ce genre. Et la profession a aussi cette difficulté de vouloir faire rire. Supposons que mon interlocuteur a fait rire la salle. Moi qui suis à quelques secondes de différence de lui, je dois être capable de trouver un mécanisme pour faire rire aussi mon public qui n'est pas nécessairement le sien. Donc chaque fois que je suis là, tout le monde qui a parlé, j'étais co-auteur du discours qu'il faisait. Et je devais faire un effort pour, comment je vais dire, me mettre pratiquement à leur place pour véhiculer le message qui était le leur. Mais avec le chance Pamba Pamba, bon, moi je me suis retrouvé là, j'ai aussi eu une chance Pamba Pamba de pouvoir traduire cette expression comme il fallait. Métier passionnant qui va susciter, je l'espère, des vocations. Merci. Serge Moukele, bonjour. Bonjour Kevin. Vous avez été aujourd'hui à Genève dans l'enceinte de l'ONU, où vous avez participé à la journée sur le Congo. Alors moi, ce qui m'intéresse en vous, c'est déjà votre parcours. Donc vous avez fait des études en Suède et ici en Suisse. Veuillez nous rappeler un peu votre parcours. Eh bien, moi, j'ai fait des études en sciences politiques à l'université de Lund. Donc c'était en sciences politiques et économie. C'était une licence. Et de là, je suis venu ici en Suisse, à l'université de Genève, où je viens juste de terminer avec ma maîtrise en sciences politiques et relations internationales. Et avec quelles ambitions? Travailler ici au Congo? Et bien sûr, nous sommes là pour acquérir autant de connaissances possibles, autant d'expériences possibles, et puis pour aller un jour servir au Congo. Et vous êtes généralement quand même assez actif chaque fois qu'il s'organise quelque chose sous le Congo. Ce qui fait que vous soyez venu aujourd'hui. Quand vous venez dans ce genre de forum, qu'attendez-vous comme résultat?
Bien évidemment, on s'entend, c'est qu'on sort avec quelque chose de vraiment cohérent, de vraiment très pertinent. Je serais franc pour dire que je ne suis vraiment pas actif dans ces contextes-là. Et puis, je vous ai même tenu à informer que si je suis venu aujourd'hui, c'est justement parce que je suis tombé sur l'analyse au Congo Mikili. Et là, j'étais informé qu'aujourd'hui, par vous, bien sûr, qu'aujourd'hui, il y aura quelque chose qui aura affaire au Congo. Et donc là, je ne pouvais pas vraiment me laisser indifférent. Et je suis venu voir de près ce qui se passe et essayer un peu d'apprendre encore davantage par rapport à la situation de mon pays qui m'inquiète de temps en temps. Je sais qu'étudier dans un pays étranger, dans une langue qui n'est pas la vôtre, c'est extrêmement difficile. Vous qui avez eu ce parcours-là, quels conseils donneriez-vous aux jeunes Congolais qui nous regardent, qui voudraient entamer des études universitaires et qui sont peut-être rebutés par la difficulté de la langue? Quels conseils leur prodiguerez-vous? Mais c'est un véritable chemin de fer. Là, c'est vraiment évident. Mais c'est question de sacrifice et puis question de savoir tenir à ce qu'on veut dans la vie. C'est-à-dire, dans la vie, il faut apprendre aussi à faire des sacrifices. C'était un sacrifice d'énergie, c'était un sacrifice de beaucoup de temps. Mais moi, je pense que c'est vraiment du vrai investissement. Bonne chance. Merci beaucoup. Je suis tenté de l'appeler King Tequila, mais je dirais plutôt Tequila Lukelo. Il y a eu une transformation énorme entre les King Tequila que j'ai connus et les Tequila, je vais dire, un peu plus responsables, un peu plus politiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la vie, il faut viser loin. Dans la vie, il faut aller toujours de l'avant. Celui qui n'avance pas stagne. Et quand on stagne, c'est qu'on recule par rapport au temps. Je crois que chaque chose a son temps. J'ai été là où vous m'avez connu. Et là, je suis en train de changer un peu, de révolutionner ma personne, ma vie par rapport à ce que j'étais avant. Donc voilà, c'est d'abord le souci de mon pays. Vous savez, nous avons évolué dans un milieu qui était proche ou qui est proche de la population. Et nous connaissons la misère du peuple congolais. Et j'ai profité de ces tremplins qui est de la musique. Oui, ceux qui ne le savent pas, c'est l'ancien porte-parole de Werrason. Exactement, exactement. Donc j'ai profité de cette audience que j'ai eue auprès de Werrason pour essayer d'aider mon peuple, tant soit peu par des actions que je suis en train de poser au niveau de Kinshasa, parce que je vous informe que je suis le président de l'association ONGD Vivre pour les autres. Et nous travaillons en connivence avec la Fédération internationale pour la paix. Alors, vous étiez aussi candidat malheureux aux élections législatives à Kinshasa. On ne va pas revenir en long et en large sur ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'étiez pas aussi populaire que ça? Non, il s'est passé ce qui s'est passé. Vous savez, comme on dit, il faut reculer au premier sauter. Je crois que c'était une nouvelle expérience pour moi, une première. Donc j'ai fait ce que je pouvais faire, j'ai battu ma campagne comme il se devait, mais il s'est fait que je ne sois pas élu, donc je me suis plié à la volonté de ce peuple souverain qui ne m'a pas élu. Donc je crois que ce n'était pas une tentative, mais plutôt j'ai embrassé une carrière politique. Je crois que le temps viendra, avec le temps je serai ce que je vais devenir. Donc je crois que ce n'est pas une fatalité de ne pas être élu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous collent des étiquettes comme quoi celui-là, qu'est-ce qu'il va dire, Batoupe Awera, Chancelo Ropamba. Mais moi je crois que nous, la politique c'est la gestion de la cité. Nous avec les musiciens, nous connaissons comment on gère la cité. On connaît les difficultés qu'en dire la population. Donc je crois que facilement une fois arrivé là où je vais arriver, je pourrais, si Dieu me le permet, transmettre ce que la population, exposer le problème de la population au niveau des autorités du pays. Donc ce n'est pas une fatalité que je ne sois pas élu, je continue, je suis politicien, je suis dans une structure politique, donc voilà. Et vous dites que vous connaissez la misère de la population, mais on accuse certains de vos amis, notamment les chanteurs, de ne pas être sensibles à cette misère de la population, d'où la sanction qu'ils endurent. Alors, vous me dites que vous connaissez la misère de la population. Comment expliquer cette dichotomie? Le problème, c'est qu'il faut faire la part des choses. Vous êtes un chroniqueur, vous connaissez bien la musique, vous connaissez bien la musique congolaise. Vous savez que nous n'avons pas le même type de musique qu'on rencontre en Afrique du Sud. Parce que la musique, c'est l'expression d'un peuple. Lorsque vous allez en Afrique du Sud, la manière dont les Sud-Africains chantent, c'est ils expriment les ras-le-bol face à l'apartheid, face à la souffrance de l'homme noir. Ça, c'est dans leur sang. Quand vous allez au Jamaïque, c'est le même style. Mais vous me direz pas, par exemple, aujourd'hui, les gens donnent l'exemple, par exemple, de Youssou N'Dour. Mais il n'est pas le seul musicien sénégalais. Vous comprenez? Il y a d'autres musiciens sénégalais qui ne se sont pas lancés comme Youssou N'Dour. Donc, dans notre milieu à nous, il y a de ces musiciens-là
comme Jean Goubal, ce sont des musiciens engagés. Et tout le monde ne peut pas être un musicien engagé. Werrason, avec sa petite structure fondation, Werrason, il essaie d'amener ce qu'il récolte dans ses différents concerts auprès de cette population qui souffre. Donc moi je crois qu'il ne faut pas toujours condamner ces musiciens parce qu'ils n'ont pas cette vocation. Et leur métier c'est de chanter. Moi je crois que leur demander trop, c'est aussi leur pousser aux erreurs. Et disons, c'est pas moi qui les condamne, j'étais en train d'exprimer un point de vue. Comment voyez-vous l'avenir de ces musiciens? Vous pensez qu'en 2016, quand les choses auront changé au Congo, ils pourront revenir et jouer en Europe? Je crois que les Congolais de la diaspora doivent savoir qu'il ne faut pas politiser, comment dirais-je, notre culture. Les musiciens, c'est l'art, je voulais dire l'art. Par exemple, aujourd'hui on condamne les musiciens, non, bêtises. Moi je ne défends pas ces bêtises. Mais dis-moi, je suis quinois, je connais un grand peintre qui s'appelle Chéri Samba. Et quand vous voyez les tableaux de Chéri Samba, c'est toujours des femmes avec des parties converses et exagérées. Et tout le monde là, vous allez dans les maisons des grandes personnalités, vous allez trouver des femmes nues. C'est un art. Et vous n'allez pas d'emblée comme ça, voyez l'art, critiquer l'artiste, que voilà pourquoi il a fait ce dessin d'une femme nue. Mais c'est une expression, c'est à lui l'artiste de vous dire pourquoi il a fait ça. Moi je trouve que les Congolais de la diaspora, il faut pas quitter sa mitema. Moi, je crois qu'il ne faut pas politiser aujourd'hui notre culture. Nous sommes en train de la tuer petit à petit sans qu'on le sache. Et cette interdiction des musiciens sur l'espace Schengen a occasionné pas mal beaucoup de choses au niveau de notre culture. Aujourd'hui, on ne le reconnaît plus. Aujourd'hui, même, je vous dirais, je viens de Kinshasa il y a 3 semaines. Jadis, c'était difficile pour les Congolais d'interpréter les musiques d'ailleurs, notamment celles qui viennent du Nigeria, du Kenya. Mais aujourd'hui, quand vous entrez dans les boîtes de nuit, vous trouvez plus de musique étrangère que notre musique. C'est une époque, c'est une période. Il faut l'accepter comme tel. Pour la bande de combattants, moi je crois que c'est dans ces pareilles conférences qu'il faut venir. C'est là où on est en train de chercher les solutions pour sortir ces pays du gouffre. La République démocratique du Congo. Il ne faut pas seulement criailler tous les jours sur la toile, il ne faut pas seulement taper sur des gens, il faut avoir des projets concrets. Qu'est-ce que vous voulez faire pour votre pays? C'est pourquoi moi je suis dans cette démarche-là. Je suis de la France, mais quand on m'a invité pour dire qu'il y a une conférence qui concerne la République démocratique du Congo, je ne viens pas comme un politicien, mais comme un Congolais qui a ce souci de voir ce pays aller de l'avant, ce pays, son peuple vivre aisément comme tout peuple dans le monde. Voilà. Et les musiciens n'ont vraiment rien à se reprocher? Ils se reprochent quelque chose par rapport... Non, c'est notre musique, c'est notre style de vie, la musique. Hein. Vous savez, nous avons notre façon à nous de concevoir la musique par rapport aux autres nations. Nous, notre musique s'accompagne avec les dédicaces, s'accompagne avec ça s'accompagne avec beaucoup de choses qu'on ne trouvera pas ailleurs. Mais ce qu'on les reproche le plus, c'est leur soutien au régime, apparemment. Je n'aimerais pas qu'on politise les musiciens. Ils ont fait ça parce qu'on leur a demandé de faire par rapport à un cachet quelconque. Personne ne fait partie du parti du PPRD. Personne ne fait partie du parti du chef de l'État. Et je vous dirais même, moi je ne crois pas que Werrason effectivement a voté ça, il faut qu'on se le dise parce que nous sommes dans un isoloir. Moi, qui est-ce que moi j'ai voté? Personne. Donc il ne faut pas dire parce qu'on a chanté pour tel qu'automatiquement on fait partie du parti de ce monsieur-là. Donc moi je crois que c'est juste entre nous les Congolais, on ne parvient pas à se comprendre. Il faut pardonner les musiciens. Moi je crois que même pas aujourd'hui, demain ceux qui viendront, ils voudront qu'on chante pour eux. On voit ici beaucoup de musiciens européens s'arranger, s'aligner derrière tel candidat. Ils le font. C'est pas... Mais disons, le problème, c'est juste une question que moi je pose. Hein? Selon le point de vue des combattants, pour eux, ce n'est pas être derrière qui l'on veut. Eux, c'est une occupation. Ils considèrent le pouvoir comme étant une occupation. Vous êtes dans une démarche, je vais dire, institutionnelle. C'est comme si c'était une démocratie normale et chacun choisit qui il veut. Tandis que les combattants disent ce n'est pas chacun choisit qui il veut, il faut choisir soit les Congolais, soit les occupants. Apparemment, c'est là où vous ne vous comprenez pas. Ne pensez-vous pas qu'il faut que vous vous mettiez
sur une table, parce que vous êtes du côté des musiciens, mais vous êtes un intellectuel. Ne pensez-vous pas que la solution serait que vous vous mettez autour d'une table, avec les combattants, que vous puissiez en discuter? Vous savez, Kerouin, je vous dirais une chose. La plus grande marche qui a réussi ici en France, pardon, nous sommes en Suisse, en France, c'est la marche où Ouéra a participé. C'était le 29 novembre, je me rappelle bien. La plus grande marche où il y a eu une forte participation de la diaspora congolaise. En dehors de cette marche, il n'y en a pas. Et la marche aussi contre JB a drainé beaucoup de monde. Ah bon, voilà. Moi, négocier, parler, discuter avec les combattants, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quoi? On discute de quoi pour aboutir à quoi? Voilà le problème. Merci King Teke. Merci beaucoup Kerouin Maïso. C'est des petites gouttes d'eau qui font un océan, pour dire que ce sont des petites initiatives qui peuvent faire reculer la situation belliqueuse qui prévaut en République démocratique du Congo. Merci à Narcisse Kalamba de Nash4 TV et à Francis Atuna de Franatam Management. Pour nous écrire, les adresses sont au bas de l'écran. À la prochaine.